Profitant de l'essor des villes qu'il rallie à lui et de l'affaiblissement des seigneurs appauvris par les premières croisades, Philippe Auguste, comme ses prédécesseurs capétiens, va se lancer dans une vaste entreprise de rétablissement du pouvoir royal. Cette défense passive est combinée avec une défense en profondeur. La plupart des forteresses de l'époque romane sont implantées sur des lieux particulièrement inaccessibles, au carrefour de voies de communication stratégiques. Les obstacles sont multipliés pour empêcher l'assaillant de s'approcher de la tour maîtresse. Fossés, talus ou encore palissades. On installe le château dans un lieu naturellement bien défendu, sur une colline entourée par une rivière qui forme des obstacles naturels face à l'avancée d'un éventuel ennemi. Donc, on ralentit l'avancée de l'ennemi, on s'isole, on se protège et on conçoit un peu le château comme un refuge. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait rien du tout, puisqu'on sait qu'il y avait au sommet des murailles des chemins de ronde depuis lesquels on pouvait quand même tirer, on pouvait guetter, voilà. Mais tout cela, ça reste quand même relativement passif, des obstacles, des murs, des fossés, des défenses naturelles. Nombre de tours maîtresses construites au cours du XIe siècle reprennent le plan quadrangulaire facile à bâtir. Le modèle anglo-normand de ce type d'édifice, aussi appelé tour-résidence ou tour-palais, est la tour de Londres, construite vers 1070 sur ordre de Guillaume le Conquérant, ou le grand donjon du château de Falaise en Normandie, bâti au tout début du XIIe siècle. Mais les donjons quadrangulaires montrent vite leurs limites défensives. Leurs angles saillants mal défendus, créant des angles morts, deviennent facilement accessibles aux attaquants. Ils peuvent y creuser des sapes, des galeries creusées sous les fondations des tours ou des murailles, qui sont ensuite bourrées de matières inflammables afin de faire effondrer le mur et de pénétrer dans le donjon. Ces tours carrées disparaîtront bientôt au profit de tours rondes, mieux adaptées à l'art de la guerre. Ce sera la grande innovation généralisée au XIIe et XIIIe siècle. Mais il faudra pour cela attendre le règne du roi bâtisseur, Philippe Auguste. Dès le début du XIIe siècle, le château représente bien plus qu'une simple fortification. Il est aussi et surtout un espace de vie quotidienne. Les paysans viennent y travailler pour entretenir les murailles, curer les fossés ou encore cultiver les terres du châtelain, la réserve. Le maître des lieux y réside avec sa large famille, frères, sœurs, cousins. Les chevaliers s'installent dans les fiefs attribués par leur seigneur, où ils font construire des habitations fortifiées. Mais cette indépendance soudaine n'est pas sans effet sur les relations qu'ils entretiennent avec le suzerain auprès duquel ils s'engagent. Alors vous avez deux grands rites, le serment de fidélité et l'hommage. Vous allez prêter un serment, un sacrement, quelque chose d'extrêmement surnaturel, mystérieux, qui vous dépasse, et vous vous engagez à ne pas nuire à votre seigneur. Vous faites partie de sa cour. Vous savez, c'est une société où la qualité d'un homme se mesure au nombre de gens qui sont autour de lui, qui le servent. À partir de là, on a de multiples pouvoirs qui sont centrés sur le château. Donc quand le prince est absent, on rend hommage à sa tour. De la même manière, le roi de France exige désormais que les grands seigneurs lui prêtent hommage et jure de lui apporter aide militaire et conseil. Cette organisation des relations entre vassaux résume à elle seule la féodalité. La pyramide du pouvoir se recompose, la société médiévale évolue. Le roi qui avait tout perdu récupère progressivement ses prérogatives, récupère le ban, le pouvoir de commander, de punir, et ces tribunaux, désormais, sont les seuls qui peuvent exercer la justice. Et ce processus implique de nouveaux châteaux, ou en tout cas conquérir du château des seigneurs et les adapter avec des nouvelles techniques. Des châteaux encore plus beaux, encore plus perfectionnés sur le plan militaire, encore plus imprénables, qui marquent la reconquête d'un territoire par la royauté. D'autant qu'au XIIe et XIIIe siècle, période qualifiée d'âge d'or des châteaux forts, France et Angleterre se livrent une guerre sans merci. Un conflit au cours duquel les châteaux jouent un rôle primordial. Donc on a des entités politiques qui deviennent plus puissantes, qui entrent en guerre ouverte dans les années 1180-90,
Et cela occasionne forcément la construction de nouveaux châteaux et pour le coup, là, de places fortes. Il y a une innovation, il y a une sorte de surenchère aussi, de compétition, construire mieux que l'autre, plus parfait, plus original, plus nouveau. Lorsque Philippe Auguste monte sur le trône en 1180, le royaume de France ne s'étend guère au-delà de l'Île-de-France actuelle. La Normandie, l'Anjou, le Maine ou encore la Touraine sont alors sous la coupe du roi d'Angleterre, Jean Santerre. Philippe Auguste va donc étendre le territoire royal aux dépens des souverains anglo-normands, les Plantagenets. Il va aussi et surtout rétablir son influence dans toutes les provinces tenues par les grands vassaux. Il met en place une administration en charge de la gestion du royaume. Profitant de l'essor des villes qu'il rallie à lui et de l'affaiblissement des seigneurs appauvris par les premières croisades, Philippe Auguste, comme ses prédécesseurs capétiens, va se lancer dans une vaste entreprise de rétablissement du pouvoir royal. Mais il ne va pas se contenter de conquêtes territoriales. Il va aussi couvrir le royaume d'infrastructures militaires au premier rang desquelles des châteaux. Pour Philippe Auguste, la construction des châteaux a été un outil, bien sûr, de guerre et d'affrontement, de place forte, mais ça a été aussi un outil particulier au service de son pouvoir, de son autorité, de son image. Ça a été pour lui un outil pour restaurer l'autorité du roi de France. En tout, une trentaine d'édifices portent la marque du souverain à travers le royaume. Quand il ne les a pas fait construire lui-même, il les a dotés d'une tour ronde, symbole de son autorité. Au mois de juin 1204, Philippe Auguste est désigné roi de France et non plus roi des Francs. Pour parvenir à défendre son royaume et à le garder des appétits féroces des souverains plantagenets, le nouveau roi va faire construire des forteresses au plan standardisé. Une enceinte carrée, des remparts flanqués de tours pleines aux angles et de tours semi-circulaires en leur milieu. Une tour maîtresse ou donjon au centre, mais qui se déplacera bientôt sur les angles. Des murs munis de créneaux, un chemin de ronde cintrant l'édifice et courant sur les murailles d'une tour à l'autre. Et enfin, une porterie et un corps de garde solidement implantés à l'entrée. Le château témoin, modèle pour tous les autres, se trouve à Paris. Le Louvre, qui n'était pas la résidence d'ailleurs des rois de France, c'était plutôt le palais de la Cité, mais le Louvre a été construit dans les années 1190. Et c'est le château par excellence qui introduit un modèle nouveau qu'on va appeler d'ailleurs le château philippien, par référence aux constructions de Philippe Auguste, et qui résulte vraiment là d'une réflexion particulière sur un plan type. Le château du Louvre occupait le quart sud-ouest de l'actuelle cour carrée. Après 12 ans de travaux, la grande tour, le donjon, est achevée. Haute de 31 mètres, elle est entourée d'un fossé circulaire d'environ 7,50 mètres de largeur et autant de profondeur. Les murailles de la forteresse, occupant un quadrilatère de 78 mètres sur 72, sont renforcées par 10 tours. Un fossé rempli d'eau complète le dispositif défensif. La porte principale est au sud, tandis qu'une autre, plus petite, fait face à la ville. Le mur ouest est renforcé car davantage exposé aux attaques. 2 bâtiments adossés aux murailles ouest et sud abritent les soldats, les animaux et les équipements nécessaires pour tenir un siège. Les 2 autres murs sont simplement crénelés. Un puits profond et une citerne assurent l'alimentation en eau. Alors le château philippien reprend des concepts qui existent dès l'Antiquité, c'est-à-dire des plans quadrangulaires, des segments de murailles bâtis assez hautes avec des chemins de ronde et régulièrement flanqués, donc défendus par des tours de défense, l'ensemble étant entouré et isolé par des fossés. Donc ça, c'est un concept ancien, mais qui évolue aussi puisqu'on a désormais des tours où se multiplient les organes de défense active, c'est-à-dire les archères. Ces standards, typiques de l'architecture philippienne, se retrouvent au château de Dourdan dans l'Essonne. Sans doute la plus aboutie et la mieux conservée des forteresses philippiennes.